Bonjour une deuxième fois. Nous voici donc pour la deuxième vidéo. La première vous a présenté trois découvertes. Ceci afin de vous aider à mieux percevoir en quoi est utile ce que j'appelle le surfing de vie. Et donc, nous arrivons à la quatrième découverte qui est l'alchimie psychobiologique. C'est pas un gros mot, c'est une façon de parler du mécanisme de survie et de vie qu'il y a dans l'être humain, et qui peut être aussi dans toute chose, dans des façons un peu différentes. Pour moi, cette structure psychobiologique a été quelque chose d'important. Et ça m'a réconcilié avec moi-même, et ça m'a aidé à mieux percevoir le mécanisme, à mieux le comprendre, et à mieux comprendre la vie avec laquelle j'étais en porte-à-faux, en rébellion, en guerre. Et par la compréhension de cette alchimie, j'ai compris que la vie n'était absolument pas notre ennemi, et qu'il y avait une confusion justement dans ce qu'on appelait la vie et ce qui était la vie, en tout cas pour certains d'entre nous. Pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans cette structure, dans cette alchimie, et qui dit alchimie dit vie, communication, intelligence, je vais prendre ce qu'avance un biologiste. Ce biologiste dit la chose suivante, c'est que on a coutume de comparer notre cerveau et notre biologie à un ordinateur, au fonctionnement d'un ordinateur. C'est-à-dire que dans la banque de données d'un ordinateur, et on peut penser la même chose pour un être humain, on va avoir des fichiers. Ces fichiers vont être conditionnés, vont être rangés dans des dossiers. Les dossiers eux-mêmes peuvent être dans d'autres dossiers. Et les fichiers, quand on les ouvre, vont faire apparaître des informations à travers des paragraphes, des mots, des caractères. Donc toute une lecture d'informations. Maintenant, j'ai un écran au-dessus, je peux ouvrir un fichier, puis un autre fichier, je peux passer, lire ce fichier, puis ce fichier. Ben, les deux fichiers ne vont pas correspondre entre eux, ne vont pas communiquer entre eux. Il y a un élément très important dans la vie humaine, dans la vie biologique, animale aussi, c'est la survie. Je reviendrai tout à l'heure après. Et ce biologiste dit qu'en fait, notre biologie ne fonctionne pas comme un ordinateur, mais comme une jungle. Maintenant, je viens de parler de la survie. Qu'est-ce que c'est que la survie? Ou qu'est-ce qu'il faut pour la survie? Survie. Il faut garder la capacité, il y a deux choses, il faut garder la capacité de répondre à son environnement, d'accord? Et donc, se protéger d'un danger extérieur. Maintenant, comment on sait que c'est un danger? Par nos expériences passées, qui vont être gardées comme danger et qui vont nous faire réagir. Ça, c'est une chose. Et il y a un autre élément de la survie qui intervient de cette façon-là,
pour pouvoir se protéger, il faut avoir une idée de soi. Donc une idée de soi-même à protéger. Maintenant, est-ce que nous sommes une idée? Non. Nous arrivons à la question ardue, qui nous sommes. Certains sages disent qu'on ne peut le savoir qu'à travers l'expérience. Et Nisargadatta dit, tout ce que tu crois savoir de toi, tout ce que tu dis être, tu ne peux pas l'être. Je vous invite à réfléchir là-dessus. Donc là, je parle d'une idée du soi, d'une idée d'un moi-je à travers une idée, et d'une idée du monde, qui nous aide à pouvoir agir à travers ce monde dans cette connaissance-là. J'ai l'habitude d'appeler ça la connaissance. Et ça n'a rien à voir avec la connaissance. Je vais prendre un exemple pour vous aider à mieux comprendre ce phénomène de survie et d'identification. Si je prends un enfant qui a été souvent engueulé par son père, voire sa mère, mais pas beaucoup battu, un peu. Maintenant, le virtuel marque aussi, choque aussi. Cet enfant est devenu grand. Est-ce que ça veut dire que biologiquement, je dis bien biologiquement, il a oublié son expérience d'engueulade? Ah non. On est bien d'accord. Ça va bien agir dans son comportement, et dans sa façon de faire. Maintenant, imaginons que cette personne aille dans la rue ou il est dans un endroit et il voit une maman ou un papa engueuler son enfant. Obligatoirement, il va s'activer des choses en lui, en rapport. Inconsciemment, il va prendre d'une certaine façon la place de l'enfant qui se fait engueuler. Ou il va vouloir prendre la place de celui qui engueule pour contrôler la situation. Qu'est-ce qu'on a là? On a là, dans un présent, un passé qu'on ne laisse pas passer. Je ne suis pas en train de dire que ce qui s'est passé est faux ou n'a aucune, entre guillemets, valeur d'information, de référence. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on ne le revisite pas, et pour cela on est obligé d'en prendre conscience quand c'est actif, mais on ne peut pas l'aligner à la situation. Et qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? C'est qu'on va coller son réactif, ses croyances, sa façon de voir les choses sur la scène. On appelle ça aussi voir à travers une fenêtre, le monde, la vie et soi-même. Ça a des implications phénoménales sur nos vies, sur la société, sur nos rapports avec nos enfants, nos rapports avec notre conjoint, notre conjointe, avec notre patron. C'est énorme. Ça va même dans notre généalogie.
Si, par exemple, je reprends cet enfant qui a été engueulé, mais peut frapper. Ça peut être une solution, peut frapper, en rapport au père qui engueule, qui lui, au-dessus, dans sa généalogie, il y a un enfant dont il est descendant, qui lui s'est fait frapper grave. La solution, c'est quoi? C'est que l'engueulade ne fasse pas suite à une bastonnade. Ça fonctionne comme ça. C'est la chaîne de l'information. Et d'une certaine manière, on est enchaîné, conditionné dans cette chaîne. De plus, l'identité qui va se construire, l'idée de soi, va avoir besoin de résister. Si je reprends cette histoire d'enfant qui a vécu des engueulades, ces engueulades sont actives avec, s'il y a la génération au-dessus où il y a eu bastonnade grave, et bien évidemment c'est pas conscient, mais c'est dans la biologie pour activer une réaction. Le moi qui va se construire, lui, ce moi qui, face à son père, aura pu penser et cristalliser la croyance « je suis faible », devra résister pour se sentir fort devant son père. Maintenant, comment faire pour se sentir fort quand le père n'est plus là? Eh bien, symboliquement, puisque le cerveau fonctionne sur le virtuel, le symbolique et le réel, symboliquement, la personne, quand il sera grand, s'il a besoin de résister à l'engueulade ou au coup, il va appeler des situations où le coup sera transposé, c'est-à-dire coup du sort, coup de la vie, pour pouvoir y résister et pour pouvoir se consolider dans son identité. C'est phénoménal ce que je raconte. Croyez pas que vous êtes épargné. Personne n'est épargné par ça. Ça ne veut pas dire que nous ayons les mêmes qualités schématiques. On vit à travers ces schémas, oui. Maintenant, nous n'avons pas tous la même histoire, donc elle ne parle pas de la même façon. Souvent, quand je parle de cela, à travers le projet Sens, à travers ce que Stefan Woliński appelle le trauma de la pseudo-séparation, je reçois en retour la réponse « Oh, la vie est injuste, c'est mal fait », ce genre de choses. Non, la vie est parfaite. Maintenant, elle suit ce que les hindous appellent le karma. Le karma, c'est quoi? C'est ce qu'on comprend de nos expériences. Et c'est ce qu'on garde de nos expériences. Donc, par exemple, si l'enfant qui a été battu sort, ou qui a été engueulé, voit un enfant se faire engueuler, il va s'activer, ou il peut s'activer en lui, une forme de peur avec de la colère, de la tristesse, un mélange. Et si dans son attitude, il croit cette peur, dans son attitude, ça veut dire quoi? Il va détourner les yeux, il va s'échapper de cette situation. C'est une façon de dire à son cerveau, oui, oui, la peur est juste. Et c'est une façon de rester dans son passé. Et c'est une façon de rester dans sa peur. Et c'est une façon aussi de rester dans son moi-je qui lui dit « Ah, j'ai évité le pire » ou « J'ai évité l'engueulade ». Vous comprenez? C'est énorme.
Maintenant, ce qui marche dans un sens marche dans l'autre. Et là arrive ma 6e découverte, qui est la magicité du laisser-faire. Et dans ce laisser-faire, on peut jouer avec cette alchimie. Mais j'espère qu'avec mes explications là dans cette 2e vidéo, vous avez à peu près saisi qu'est-ce qui se passe dans cette alchimie psychobiologique, en quoi ça peut être un conditionnement, et en quoi on peut être pris dedans. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires en dessous, je vous répondrai au mieux. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. À tout à l'heure.